Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Clémence Boulouc, écrivaine, évoque son livre Le sentiment des crépuscules avec Véronique Morel-Muraour, enseignante en Cagne. Cette rencontre se déroule dans le cadre des dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Clémence, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie d'être là. Pour parler donc de votre dernier roman, Le sentiment des crépuscules. Alors un titre magnifique, on y reviendra, parce que j'aimerais bien qu'on explore aussi ce titre et puis l'ambiguïté du terme de crépuscule. Parce qu'on l'associe trop aussi à la fin du jour, mais on y reviendra. 1938, exactement 19 juillet 1938, nous sommes à Londres. Et devant nous, Stefan Zweig, qui se prépare à présenter Dali à Freud. Donc, sont réunis en l'espace de quelques instants 3 monstres sacrés, que nous considérons comme des monstres sacrés. On verra, on parlera peut-être du statut de Stefan Zweig à l'époque. Alors, c'est une rencontre qui a vraiment eu lieu. Mais j'aimerais bien que vous nous fassiez entrer dans l'histoire de 2 manières. D'abord, la genèse peut-être de ce texte. Comment est-ce que l'auteur, l'autrice que vous êtes, s'est tout à coup dit mais voilà un sujet absolument extraordinaire. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Et puis ensuite, que vous nous présentiez un tout petit peu ce qui va se passer pour qu'on rentre dans les enjeux de ce rendez-vous historique. Merci Véronique. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé par la grâce de mes recherches. Donc dans mon autre vie, je suis universitaire et j'ai écrit des livres qui traitaient notamment de l'Apocalypse. Et je me suis dit, Dali doit avoir représenté l'Apocalypse. Effectivement. Et la façon qu'avait Dali de représenter l'Apocalypse était assez freudienne, dans cette façon de vraiment faire étalage de l'inconscient. Et à ce moment-là, j'ai fait comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait Dali, Freud, et me sont revenus en mémoire ces quelques lignes dans Le Monde d'hier où Zweig dit qu'il avait présenté Dali à Freud. Et à ce moment-là, le sentiment est « mais mon Dieu !» Pourquoi personne n'a écrit là-dessus? Donc il y a une sorte d'excitation, une rencontre vraiment improbable, on dirait quasiment une blague. C'est Dali, Freud et Zweig prennent le thé. On est à Londres en 1938, tout le monde va couler. Et puis en même temps, le sentiment d'être un peu écrasé, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas 1, 2, mais 3 monstres sacrés, ainsi que ceux qui les accompagnaient, qui les entouraient. Et à partir de ce moment-là, se met en marche une sorte de trépidation, en fait. Donc, ils étaient sans arrêt avec moi. Et donc, c'est vrai que Dali est un petit peu encombrant. Mais j'ai passé vraiment des très beaux moments, en fait, à chercher, à essayer de trouver le grain de ce moment-là. Donc, on est à Londres le 19 juillet 1938. Il est très précisément 5h15. Parce que je me suis renseignée sur... j'ai cherché les carnets de rendez-vous de Zweig, le journal de Dali, les carnets de rendez-vous et les carnets de Freud, de Anna Freud, qui était donc sa fille, qui était la maîtresse de maison, le journal aussi de le mécène de Dali, qui s'appelle Edward James, que l'histoire a un peu effacé, qui est un personnage assez touchant. Et d'ailleurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Zweig, qui était une connaissance, une relation de longue date de Freud, a écrit à Freud plusieurs fois, parce qu'en fait Dali était très insistant, voulait absolument rencontrer Freud, et quand Zweig finalement a obtenu ce rendez-vous, il s'est excusé auprès de Freud d'arriver comme une petite caravane, parce que donc il n'arrivait pas simplement avec Dali, mais il arrivait avec Gala, la femme de Dali, dont on reparlera, qui est très romanesque, disons que je la très très romanesque pour pas nécessairement rentrer dans mon affinité, la nature de mon affinité avec Gala, parce que c'est quelqu'un que je trouve par ailleurs tout à fait antipathique. Et donc Edward James, donc ils sont arrivés en fait à 4, et donc Zweig, avec sa délicatesse qu'il caractérisait, s'est excusé d'arriver avec une petite caravane. Donc du coup j'ai passé du temps avec ma petite caravane.
Et quand j'ai dû finalement, vous savez, à un moment, il faut renvoyer le manuscrit et ce sera fini, et ça deviendra un livre, mais il n'est plus à vous. Mais je dois dire que j'ai un petit peu pleuré en fait, parce que d'un coup, c'était un autre chapitre qui commençait. Alors on peut peut-être parler de ce moment historique, mais historique d'abord côté grande histoire, des raisons pour lesquelles ces personnages, et notamment Zweig d'abord, Freud ensuite, il vient juste d'arriver à Londres, pourquoi ces personnages sont là à Londres en 1938, ils ont quitté Zweig comme Freud, Zweig le premier et Freud ensuite, ils ont quitté cette Vienne qui désormais n'est plus simplement autrichienne, mais vient de tomber sous une botte sinistre. Oui, absolument. Alors en mars 1938, s'est produit l'Anschluss, donc en fait Zweig avait quitté l'Autriche quelques années auparavant parce que donc 1933 l'Allemagne tombe dans les griffes nazies. En 1934, il y a une proximité évidemment entre l'Allemagne et l'Autriche. Et il y avait vraiment depuis sa demeure de Salzbourg en fait, Zweig voyait les nazis et voyait aussi le Nidec Berchtesgaden, l'endroit qui était la demeure de Hitler, et donc il avait vraiment le sentiment qu'il y avait cette possibilité. Et puis en 1934, sa maison a été fait l'objet d'une perquisition parce qu'il y avait eu une sorte de début de guerre civile et on l'avait accusé de cacher des armes. Et il s'est dit là, il y a quand même une menace, il y a un message qui est très clair, et il a décidé de quitter Salzbourg et il s'est installé à Londres. Alors ce que j'explique aussi, c'est que c'était un tournant historique, mais pour lui c'est un tournant personnel parce qu'en quittant Salzbourg et l'Autriche, il a aussi mis fin à son premier mariage de facto. Il a sa seconde épouse qui n'est pas là mais qui est un peu présente quand même, l'auteur, sera celle qu'il épousera en 1939 et qui l'accompagnera jusque dans sa fin, puisque tous deux se suicident en 1942 à Petropolis au Brésil. Donc ça, c'est l'itinéraire de Zweig. Freud, lui, donc il a 82 ans et au moment de l'Anschluss, il a écrit dans ses journaux Finis Austriae, la fin de l'Autriche. Je trouve que j'ai écrit dans le fait qu'il soit passé au latin comme si la messe était dite à quelque chose de solennel et de bouleversant, mais en même temps il était atteint de ce cancer de la mâchoire. Il savait qu'il lui restait peu de temps à vivre et il a hésité en fait avant de partir, parce que pourquoi finir une vie en exil, pourquoi quitter cette Autriche qu'il aimait tellement et à qui il a donné aussi ses lettres de noblesse. Et finalement, ce qu'il a décidé, c'est que Anna, sa fille, a fait l'objet d'une arrestation par la Gestapo, a été interrogée, et c'était quand même aussi un message qu'il lui envoyait. Et il a très bien compris que s'il ne quittait pas l'Autriche, Anna ne partirait pas, et que le piège se refermerait sur elle au moment où il fermerait les yeux. Donc il y a quelque chose d'un patriarche qui a pris finalement la mesure de ce qu'il devait à son foyer, et qui a quitté l'Autriche assez in extremis. Alors il faut savoir que les nazis étaient quand même aussi toujours alléchés par l'argent, donc il y avait une taxe, un impôt d'exil, qu'ils saisissaient les possessions de qui essayait de partir. Donc en fait ils sont partis aidés par Marie de Bonaparte en juin 1938, laissant derrière eux une partie de la collection des statuettes et de l'art antique qui était tellement important pour Freud, et devant en fait tout réinventer. Ils avaient une maison les attendait à Londres, louée par un des fils de Freud qui lui était parti avant parce qu'il était à Berlin, donc la messe était dite pour le coup avant, et c'est là où en fait ils se retrouvent tous à son arrivée en juin 1938. Donc en juillet 1938, il est là simplement depuis un mois. Ce qui est important de noter aussi, c'est l'accueil qui a été réservé. C'est assez touchant en fait. L'accueil qui a été réservé dans les journaux. Vous voyez, j'ai aussi beaucoup lu les journaux, la presse de l'époque, pour essayer de savoir ce qui se disait, et ce que ces personnages, ces êtres pouvaient se dire. Et l'arrivée le départ donc de Freud et son arrivée à la gare à Paris, en fait, la gare de l'Est, faisait la une du Times, puisqu'on savait que l'étape d'après, ce serait son arrivée à Londres. Et même, semble-t-il, les chauffeurs de taxi connaissaient
la figure et l'adresse de Freud, puisque quand quelqu'un allait rendre visite à Freud dans sa demeure londonienne, les chauffeurs de taxi disaient « Ah, vous allez chez le fameux professeur ». Donc on est là effectivement à un moment où ces deux êtres ces deux humanistes qui ont tellement donné à l'Autriche-Hongrie puis à l'Autriche sont en fait exilés, ont dû partir et sont face à cette nouvelle vie, cette interrogation. Et puis aussi en 1938 on est face au vide. Il faut savoir que donc évidemment la guerre d'Espagne a commencé depuis 2 ans, que eux ont eu la chance de partir, mais qu'en juin 1938 se tient la conférence d'Évian, où les démocraties et les régimes occidentaux ont brillé par leur couardise, alors qu'on savait très bien que la porte se refermait et que les Juifs étaient promis dans le meilleur des cas, à des persécutions, mais évidemment, on savait pas encore, mais que la destruction des Juifs d'Europe allait avoir lieu. Le seul pays qui ait pris quelques centaines de Juifs, c'est la République dominicaine, et pas pour des raisons très honorables, simplement parce que Trujillo, qui était le président de la République dominicaine, était un grand raciste devant l'Éternel, et que pour lui les Juifs c'était pas terrible, mais au moins ils étaient blancs. Donc voilà où on en était, et sinon tous les autres pays ont fermé leurs frontières et ont fermé leurs portes à ces réfugiés qui en fait étaient condamnés à être pris au piège. Donc c'est pour ça que écrire sur 1938 et sur cette rencontre entre ces êtres uniques, c'est aussi écrire sur un monde et sur des démocraties qui ont reculé. C'est pas Munich, c'est novembre. Mais face aux avancées de ce régime barbare et totalitaire. Oui, vous venez d'ouvrir beaucoup de portes et on va évidemment s'y engouffrer derrière vous. Je voudrais revenir juste quelques instants sur cette question de l'exil qui est vraiment au cœur de votre texte. Alors si Freud a eu cette chance évidemment d'être, par son statut, d'être honoré et de trouver sa place, brièvement, puisqu'il va mourir rapidement, sa place à Londres, vous montrez aussi tout le drame de l'exil pour d'autres. Et je pense à cette scène absolument incroyable de Zweig qui, en descendant de son taxi pour rejoindre la maison de Freud, croise en marchant cette femme et son enfant qui tout à coup se reprennent très vite, parlant en allemand. Elles ont compris que Zweig avait compris pourquoi elles étaient là, et tout à coup c'est la peur, parce que même en Angleterre, même à Londres, on a peur des forces fascistes, par exemple, qui sont là. Il y a une extrême droite qui est puissante à Londres. On se sent à l'abri nulle part. Et cette question de l'exil, elle est vraiment dans toute sa, dans toute sa cruauté, dans toute sa difficulté, dans toute son impasse aussi, son aporie, ce désir de croire qu'on va pouvoir repartir d'où on vient. Vous le montrez très bien. Merci. C'était aussi une des lignes claires du livre. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est réfugié allemand. Quand vous étiez réfugié juif allemand, vous parliez allemand avec votre famille. Mais personne ne peut savoir si vous êtes la victime ou si vous êtes le bourreau. Et beaucoup de juifs allemands se sont sentis vus comme potentiellement des nazis. Et c'est vrai que en fait, cette anecdote est un déplacement de ce qui s'est passé souvent, et dont j'ai lu beaucoup de mémoires de réfugiés qui avaient en fait honte de parler leur propre langue. Et donc il y a quelque chose d'encore plus tragique à avoir été expulsé par un pays qui finalement vous représente. Enfin, moi j'habite à l'étranger, et donc c'est vrai que quand je parle avec des gens français, je suis vue comme française, et si la France par malheur venait à tomber entre des griffes terribles, ce serait quand même... Voilà, c'est le drame de ceux qui ont parlé allemand aussi après la guerre, comme je pense à Paul Celan, et à des poètes pour un écrivain, de toute façon, votre langue est votre outil. Et quand votre langue est aux mains de ceux d'une barbarie, alors vous pouvez être vu parmi les barbares, être perçu comme étant l'un des barbares, mais aussi il y a quelque chose de terrible à parler la langue de vos oppresseurs. Et donc il y a cet aspect-là, et puis l'autre aspect, c'est celui de... je pense qu'on y reviendra, mais Zweig était quelqu'un d'extrêmement connu, un auteur vraiment
immensément célèbre à l'étranger, mais aussi parmi ses compatriotes. Et en fait, tous ceux qui quittaient, il avait la réputation aussi d'être extrêmement généreux. Et donc, encore une fois, quand vous quittiez l'Allemagne, et c'est pour ça que l'Autriche, beaucoup ont hésité avant de partir, puisque à partir du moment où, par exemple, si vous êtes journaliste, vous quittez votre pays, vous ne pouvez pas écrire dans le New York Times après avoir écrit dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Donc il y a quelque chose d'un déclassement qui fait que beaucoup ont hésité à partir. Et Zweig, lui, en fait, on connaissait en gros son adresse, et souvent les réfugiés qui arrivaient venaient lui demander un soutien financier, et il se soustrayait jamais. Donc il y a quelque chose aussi de cette générosité, de sa responsabilité qu'il avait envers ceux qui n'avaient pas sa chance et qui n'avaient pas sa notoriété, que je trouve vraiment, qui n'est pas forcément connu, un trait connu de Zweig, mais auquel j'avais envie de rendre hommage simplement en le mentionnant. On peut revenir sur la complexité justement du personnage, je vais vous laisser en parler. Et puis sans aucun doute sur ce point auquel il est rendu, alors comme Freud, sans nul doute, que faire de la foi que l'on a mise à un moment donné, qu'il met encore dans les hommes. On verra justement l'opposition avec Dali, on va parler après, on va laisser celui qui dalinise le monde pour l'instant dans la coulisse. Je sais qu'il trépigne et qu'il doit être très content. Il doit très mal le prendre. Voilà, mais il va patienter un petit peu. Et j'aimerais bien qu'on revienne justement sur cette complexité, sur ces ambiguïtés, et puis sur ce moment vraiment déchirant de est-ce qu'on va renoncer à sa foi en l'homme? Oui, alors la complexité de Zweig, c'est qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes là aussi parce que vous aimez beaucoup Zweig. Il y a énormément de lecteurs aujourd'hui, surtout en France. C'est intéressant parce qu'en Allemagne, aux États-Unis, moins. Il est acclamé comme l'un des très grands à l'époque, pour certains, et d'ailleurs même les gens qui venaient lui réclamer une aide. Il était un peu perçu quand même comme un auteur de seconde zone, dont le succès était un peu douteux, ou alors qui écrivait des bluettes, comme si le succès vous faisait passer dans la trappe des écrivains de vraiment médiocres. Et lui avait un rapport assez complexe à cette notoriété. Alors c'est vrai qu'il s'y prêtait volontiers à voyager dans le monde entier, mais en fait il avait surtout, c'est comme si ça créait un surcroît de devoir envers d'autres, et il avait aussi ce sens de l'amitié et de l'admiration que je trouve tout à fait singulier et important. Donc comme il avait pas un complexe d'infériorité, mais un sentiment que peut-être son œuvre n'était pas aussi extraordinaire que sa gloire. Il y avait un décalage entre son succès et la qualité de son travail, pensait-il. Et il était extrêmement ami de personnes dont il louait le génie, comme Joseph Roth, qui a écrit La Marche de Radetzky. Et donc il acceptait, alors dans la correspondance entre Roth et Zweig, c'est très intéressant parce que Roth le traite mais particulièrement mal. Et Zweig dit, bah oui, mais voilà. Alors Roth en plus il était alcoolique, il a eu une vie épouvantable, et Zweig était un peu son ange gardien, et Roth en fait lui donnait des coups de pied un peu comme un sale gosse. Et Zweig acceptait parce qu'il avait une telle admiration pour son ami qu'il pensait qu'en fait il faisait quelque chose de grand pour la littérature en le maintenant un peu sous perfusion en fait. Donc c'est une des complexités du personnage, une de ses fragilités, qui en fait est aussi, comme il est tellement célébré aujourd'hui, on se souvient pas nécessairement de la réception de Zweig à l'époque. Et puis son autre faille, c'est encore une fois ce sens de ce qui est lié un peu à ses amitiés et à son goût de l'admiration. Zweig était un grand Européen, c'était un grand humaniste. Sa correspondance est extraordinaire, il y a 30 000 lettres, et il a raté deux personnes. Il a raté Kafka et il a raté Virginia Woolf pour des raisons que j'arrive toujours pas à comprendre, mais sinon il était vraiment en correspondance avec un grand nombre d'auteurs et d'auteurs européens, parce qu'il avait cette conception d'une sorte de république des lettres universelle où finalement les valeurs humanistes triompheraient et qu'il leur appartenait de faire triompher ces valeurs humanistes. Alors les valeurs humanistes dans les années 30 et 40 ont été broyées, et la question de
moi, qui m'a vraiment touchée, et à la fois chez Freud et chez Zweig, c'est quand vous êtes un auteur qui a un tel écho et que le monde file entre les mains de personnes qui n'ont aucun respect pour la personne humaine et qui sont vraiment une sorte un véritable totalitarisme, quelle est la part de votre responsabilité? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas su voir, que vous n'avez pas parlé au bon moment? Alors on a beaucoup reproché à Zweig aussi de ne pas s'être exprimé au moment où les premières persécutions contre les Juifs ont commencé. Et c'est vrai que la question, et ça révolte contre cette question, était de dire mais c'est pas à moi en tant que Juif de m'exprimer. Quand quelqu'un il y a quelque chose des valeurs d'une certaine humanité qui sont en jeu, sinon ça fait comme si c'était un petit peu pro domo, des plaidoyers pour ma propre ethnie, pour mes co-religionnaires. C'est pas à moi de m'exprimer. Et en fait, ce silence a été retenu contre lui. Certaines personnes ont pensé qu'il faisait ça pour préserver son lectorat allemand, ou qu'il avait une sorte de cynisme qui faisait qu'il préférait se taire. Et en fait, lui il a compris que sa stratégie n'avait pas été la bonne, mais aussi que peut-être que face à un tel déferlement de violence, aucune stratégie ne fonctionnerait. Et il était aussi, et ça c'est quelque chose qu'il partage avec Freud, ce sont deux êtres qui ont écrit l'âme humaine, qui ont décrit l'âme humaine, qui ont décrypté aussi l'âme humaine en ce qui concerne Freud, et puis qui n'ont pas empêché toute cette noirceur, toute cette destruction. Et voilà, donc ils sont en exil, loin de cette Autriche dont ils ont créé la légende, en fait, le mythe, parce que Vienne 1900, qui est celle de Klimt, je sais qu'il y a eu une rencontre. Il y a Camille de Peretti, c'est amusant. Mais et sans ces penseurs qui avaient une foi dans une certaine forme d'être au monde cosmopolite, des valeurs universelles et un humanisme, une identité européenne, et qui finalement ont été expulsés de ce monde. Et donc, dans quelle mesure ils ont participé ils se sont bercés d'illusions, et donc quand vous êtes face au résultat de vos illusions, il y a quelque chose qui vous broie, et je pense que ça fait partie on n'aura jamais la clé, les mystères des êtres sont trop épais, mais je pense que ça fait partie de ce qui a vraiment broyé Zweig. Et aussi, pour en revenir à la montée des périls, eux sont aussi victimes de leur viennoiserie, de leur identité viennoise, parce que il faut savoir que l'un des inspirateurs de Hitler avait pour nom Karl Lueger. C'était le premier maire de Vienne antisémite. Il a été élu ouvertement sur un programme antisémite, et personne ne le prenait au sérieux vraiment, en fait. L'empereur avait décidé que c'était une bande de gens vulgaires et que c'est pas une façon de faire de la politique, c'est pas possible. Donc il refusait de signer le décret pour le nommer. Donc en fait, Karl Lueger était élu, mais jamais nommé. Et donc tout le monde pensait qu'il y avait quelque chose comme l'empereur avait une fonction quasiment de figure paternelle, mais donc il y avait cette façon, cette croyance que finalement ça ne marcherait pas. Enfin, c'était trop, ça ne pouvait pas fonctionner, on ne pouvait pas discriminer contre les sujets de l'empereur. Et puis donc quand celui qui se réclamait de Lueger est arrivé au pouvoir, en même temps, donc en 1933, puis en 1938, il était trop tard. Alors justement, en plongeant dans cette histoire, on voit notre époque en miroir. Quand on entend évidemment que ceux qui passaient pour des clowns, pour des bouffons, pour des ceux qui étaient dont la vulgarité pouvait paraître totalement hors d'atteinte de phénomènes culturels, etc. Tout à coup, on se dit mais il y a un écho terrible avec notre époque. J'habite aux États-Unis, donc je peux vous dire que cette façon de prendre la politique pour du divertissement, de se dire qu'après tout on peut essayer, et puis que ça accompagnera le popcorn. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de criminel en fait à croire que la distraction peut faire office de vivre ensemble ou de programme politique. Et c'est vrai qu'il y a dans le livre des passages où j'ai écrit le livre donc sur plusieurs années, mais surtout en 2022-2023, et j'écris 1938 avec
sans que ce soit une projection, mais il y a des accents qui font que, encore une fois, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime un peu. Et donc, c'est une interrogation aussi sur le devenir des démocraties, le moment où, finalement, les démocraties peuvent vaciller par légèreté, en fait. Une légèreté qui est coupable. Dégustation littéraire, la série littérature de Chandaille et Chignon. On va faire entrer notre Dali. Hein, là, il n'en pouvait plus, là. Voilà, exactement. Dali incarne ce monde qui vient, ce monde de demain, ce monde qui va être marqué par la propagande, par l'image de soi, par le narcissisme, là où on pouvait penser, vous évoquiez tout à l'heure l'altruisme de Zweig. Là, ici, on a le narcissisme, l'autopromotion de soi. Enfin, je vais vous laisser en parler parce que c'est absolument extraordinaire. Et là aussi, l'histoire ne se répète peut-être pas, mais enfin, on est dans une chambre d'écho. Moi, je dirais que voilà, votre texte, c'est le Palais des Glaces et puis une chambre d'écho. Et on entend résonner jusqu'à nous ce qui nous marque aujourd'hui. On entend la crétinisation du monde. Parce que c'est vrai que pour écrire pour écrire Dali, j'ai beaucoup écouté et il aimait donner des interviews. Dieu sait qu'il aimait les donner. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu un peu, pendant un moment, autour de moi, tu arrêtes avec tes imitations de Dali parce que tu nous fatigues. mais c'est vrai c'était un passage. J'ai voulu aussi écrire le livre parce que, outre la rencontre entre cette rencontre improbable et incroyable, il y a un passage une sorte de bascule en fait. Et Dali représente le monde de demain. D'ailleurs, l'exposition universelle à New York était sur le monde de demain, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui serait aujourd'hui un influenceur, il serait un TikToker en diable. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas de quoi je parle, mais comme je suis prof, je vois ce que ça fait avec les étudiants. Mais donc il est quelqu'un qui s'extrait du monde, alors qu'on peut dire que Freud et Zweig ne savent pas s'extraire du monde, parfois de façon coupable en fait, parce qu'ils se disent finalement on est abattu par le monde tel qu'il est et sans y pouvoir grand-chose, alors que Dali, même dans sa vie personnelle, donc il est plus jeune que les deux autres, il est espagnol, et je voudrais quand même rappeler qu'il était proche du poète Federico García Lorca, qui a été exécuté par les franquistes, et qu'au début, quand ils étaient jeunes, ils étaient vraiment très proches. Probablement même Lorca aurait eu des sentiments pour Dali, lequel a dit que bien évidemment il aimait être admiré, donc il s'en est vanté, mais de quoi ne se vantait-il pas? Et donc au début de la guerre d'Espagne, en fait, il était plutôt pro-républicain, et puis quand il a senti le vent tourner, et surtout quand son ami a été exécuté, sa dernière phrase a été de faire olé en claquant des talons, et plus jamais il n'a parlé de Federico García Lorca. Alors, peut-être que c'est une culpabilité, une façon de mettre à distance la douleur, etc. Peut-être. Mais il y a aussi vraiment chez Dali cette façon d'être complètement dans l'autopromotion, dans l'image de soi, et d'inventer un monde dans lequel finalement la figure de l'artiste compte plus que son œuvre, et qu'il devient lui-même sa propre création. Aidé en cela par Gala, donc son épouse, ex-Madame Paul Éluard, qui, quand elle l'a rencontré à Cadaqués, donc pour l'impressionner, il s'était quand même recouvert, il avait déchiré sa chemise, et puis il s'était quand même recouvert d'excréments, voilà. Donc j'ai cherché une façon, d'excréments. Voilà, donc ça a fait, apparemment ça a marché, bon. Et elle lui a dit, nous ne nous quitterons plus, mon petit. Donc il y a vraiment quelque chose, elle l'a cornaqué, et c'est pas dans le livre parce que j'ai essayé d'être vraiment fidèle à la chronologie, mais Soupeau et les surréalistes les avaient surnommé Dali de son anagramme. Salvador Dali était devenu Avida Dollar. Donc il y a aussi cet aspect-là, cette façon de rendre une commodification, enfin une façon de rendre tout mercantile, de tout est à vendre, et tout à l'ego qui est tout à vendre. Et il y a effectivement ce choc entre ces deux visions du monde, parce que
je pense que c'est beaucoup plus facile de vivre si vous êtes votre propre mesure. Parce que comme ça, l'actualité, l'histoire, rien, la souffrance d'autrui ne vous perturbe pas d'un iota. Et donc, vous êtes votre... Enfin, j'imagine que c'est plus simple. Mais c'est aussi, je pense, beaucoup plus pauvre. Dali s'est aussi inventé à New York. C'est un des premiers qui a mis en fait la presse au service de son image, parce que quand il est arrivé à New York, il était très déçu qu'aucun journaliste ne soit là pour l'accueillir à sa descente du bateau. Donc il était quand même inconnu, ce qui fait sens qu'il n'y ait pas eu de journaliste. Mais donc il s'est dit, je deviendrai ma propre légende. Donc il appelait les journalistes. Il faisait une sorte de happening, donc il appelait le journaliste pour dire qu'il allait faire quelque chose d'extraordinaire. Et donc il s'était mis la baignoire dans une devanture de magasin, etc. Et les journalistes quand même accouraient parce que des articles étaient écrits, s'écrivaient tout seuls. Il y avait juste à raconter des exploits de ce jeune homme. Et effectivement, quelques années après, il était en couverture de Time Magazine, succédant à Hitler. Donc voilà, effectivement, ça marche, ça fonctionne, ça continue de fonctionner. D'ailleurs, c'est comme ça que Trump a écrit sa légende dorée, en appelant les journalistes et en disant, voilà, il y a adultère en cours, etc. Enfin, donc une façon de se mettre en scène qui crétinise le monde, enfin, quand même. Il avait absolument raison, et c'est un étrange mélange de lucidité et de narcissisme qui quand même a absorbé et comme suce l'attention du monde qui m'interroge toujours, mais qui est ce passage, ce moment. Et d'ailleurs, il vient pour présenter, en fait, il a beaucoup insisté auprès de Zweig pour montrer à Freud qu'en fait, et démontrer à Freud que Freud a en lui un héritier, et donc que Dali a tout compris à la psychanalyse, peut-être même mieux que Freud, et d'ailleurs il vient lui montrer un tableau qui s'appelle « Les métamorphoses de Narcisse ». Alors ça, quand même, ça ne s'invente pas. Freud sera assez peu impressionné, mais tout de même. Alors justement, pour revenir quelques instants sur Dali et sur l'Amérique telle qu'elle apparaît, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de très pascalien en pensée de Pascal, à la notion du divertissement, justement. Et à cette Amérique qui serait moins victime de l'ennui que d'une forme de vide, et donc en quête permanente du divertissement, sans aucun doute aussi à la manière dont Pascal l'envisageait. Oui, absolument. Alors, ces trois personnages ont un rapport différent à l'Amérique, et donc ça m'a permis d'écrire aussi, de faire peut-être une sorte de thérapie aussi, en étant j'enseigne et je vis à New York, donc qui est encore un îlot séparé, mais cette interrogation sur parfois un vide absolument abyssal, et comment le remplir, comment refuser de le remplir. Et en fait, tous les trois ont un rapport. Donc j'ai raconté que Dali l'avait rempli de son propre ego, mais Zweig en fait était venu plusieurs fois aux États-Unis, notamment une fois, il avait le sentiment que le monde lui échappait tellement aux États-Unis s'il ne faisait pas partie vraiment de son tissu, qu'il s'était inventé ouvrier au chômage pour essayer de trouver du travail parmi les ouvriers, essayer de comprendre comment cette vie fonctionnait, parce qu'en fait, la contemplation, cette façon en fait, d'être face à sa finitude aussi, semblait être impossible pour lui. Et il en parle aussi, non, et encore une fois, c'est pas dans le livre parce que c'est en 1940, quand il repart à New York, peu après, il est fasciné par les magasins, par cette vie new-yorkaise, et ça le ramène à ses interrogations sur en fait ce vide, cette peur du vide, et quel est le défi existentiel à contempler en fait, sa propre finitude. Freud, quant à lui, a un rapport intéressant, singulier, à plus d'un titre, c'est singulier à plus d'un titre. Bon. C'est qu'il a fait un premier et seul voyage aux États-Unis au début en 1909, et il était accompagné de celui qui allait être le traître en chef de la psychanalyse, Jung. Et en fait, pendant la croisière, enfin pendant le voyage en bateau, ils avaient décidé qu'ils se raconteraient les rêves des uns des autres pendant le séjour, et Jung a donc psychanalysé les rêves de Freud en lui disant parce que Freud avait rêvé de prostituées pendant le
Et donc Jung lui avait dit, voilà, c'est quand même peut-être un aspect de votre personne que vous ne connaissiez pas, alors que Freud avait décidé que c'était en fait une façon c'était son analyse des États-Unis, c'est que tout était à vendre. Voilà. Et cette façon qu'il a de penser que tout est à vendre, en fait, était corroborée par le fait que son neveu, Edward Bernays, donc sa femme était Martha Bernays, donc du côté de sa femme, est devenu en fait celui qui a inventé les relations publiques. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été au service du gouvernement américain. Alors bon, à la rigueur, pour se mettre au service d'un gouvernement qui semble avoir une noble cause, pourquoi pas. Mais après, il en a tiré une version complètement mercantile. Donc, il utilisait les théories freudiennes pour fourguer la marchandise de qui l'employait. Et notamment, il est resté célèbre dans l'histoire pour avoir été l'agent des marchands de cigarettes. Et les femmes à l'époque ne fumaient pas, surtout pas dans la rue, c'était très vulgaire. Mais il a tourné la chose en disant, en fait, les cigarettes ne sont pas des cigarettes, ce sont les torches de la liberté. Donc, comme si, d'un coup, ça faisait partie d'un mode de libération de la femme que de fumer, alors qu'évidemment, il était payé monnaie sonnante et trébuchante pour ça. Donc, pour Freud, c'est vraiment quelque chose de... C'est un vide qu'on monétise et qui est vraiment une sorte de... On ne peut pas faire plus dévoyé, en fait. Je trouve justement ce passage absolument extraordinaire, que d'être confronté, mais on va voir l'autre aspect justement d'un héritage, mais que d'être confronté pour Freud au dévoiement de sa propre pensée, de ses découvertes et de sa pensée. Mais je disais qu'il y a un autre aspect justement, c'est Anna. Vous avez évoqué tout à l'heure donc la figure narcissique de Gala, qui est aussi la co-créatrice, on va dire, de Dali. Mais à côté, dans l'ombre, à un moment, mais elle va sortir quand même aussi un peu de cette ombre. Il y a la Vestale, il y a la fille qui protège, qui préserve justement le père. Oui. Et c'est un personnage absolument extraordinaire, Anna. Oui, moi c'est un personnage qui me touche beaucoup. Alors vous avez prononcé le mot de Vestale, donc Anna Freud, qui était la dernière des filles de Freud, qui, vous savez, dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un de généreux qui vous fait filtrer un secret qui fait mal, enfin j'ai l'impression. Et donc on lui a dit qu'elle n'avait pas été un enfant voulu, et donc du coup elle a décidé qu'elle serait indispensable. Et elle était aussi donc c'était la cadette, mais il y avait une sœur qui s'appelait Sophie, qui a été emportée par la grippe espagnole en 1920, et donc elle a cette espèce de façon de devoir s'imposer avec un complexe d'infériorité. Et c'est vrai que dès son adolescence, elle s'est glissée dans les séances de psychanalyse, elle se cachait, et puis il faut dire aussi que la psychanalyse, au début, les cercles psychanalytiques n'avaient pas de méthode quand même très scientifique. Et donc, tout le monde psychanalysait tout le monde. Donc, le père a psychanalysé sa fille, ce qui peut sembler un peu problématique aujourd'hui. Mais elle a participé vraiment de plein pied à cette aventure. Et on l'appelait la Vestale parce que... donc, c'est un peu grâce à elle quand même que Freud a décidé de partir. Et puis... elle était complètement dévouée à cette cause psychanalytique, avec parfois, en étant assez féroce, contre ceux qu'elle considérait être des traîtres, dont Ferenczi, Mélanie Klein, sur la psychanalyse des enfants. Mais donc, elle était aussi celle qui, physiquement, a aidé Freud à survivre, parce que donc il avait ce cancer de la mâchoire et il avait une prothèse qui le faisait extraordinairement souffrir, et c'était la seule qui était capable de lui placer cette prothèse. Donc il y avait vraiment une sorte de... C'est comme si elle était son aide de vie. Elle a aussi été beaucoup critiquée, donc c'est pour ça que les gens l'appelaient la Vestale, parce qu'elle n'a pas eu de relation amoureuse, elle n'a jamais été mariée. Il y a eu une histoire, il y a eu cette relation un peu secrète avec une femme américaine, Dorothy Burlington, donc qui faisait jaser, parce que est-ce que c'était une histoire... mais elle a le sentiment et sait qu'elle est au service de quelque chose qui est plus grand qu'elle. Et donc c'est encore une fois vraiment à l'opposé de Dali et de Gala.
il y a ce quasi-sacrifice qu'elle fait et qui finalement fait qu'elle sera aussi l'héritière, que vraiment le travail d'Anna Freud sur les enfants, donc elle survivra à son père, elle aura une clinique pour les enfants, notamment avec Dorothy Burlington, et qu'elle a gagné, en fait, elle a sa place dans l'histoire, mais que quand on les voit en 1938, elle est aussi la maîtresse de maison, elle est celle qui sert le thé, ce thé qui est tout juste britannique mais qui est encore beaucoup viennois. Vous avez le sentiment, quand je vous écoute parler de ces personnages en fait, avec lesquels vous vivez depuis, j'ai envie de dire presque depuis toujours, enfin bon là, ça s'actualise dans cette rencontre. Vous avez, comment dirais-je, le sentiment d'une forme de responsabilité vis-à-vis d'eux. Oui, alors... C'est pour ça aussi, alors peut-être que c'est névrotique et peut-être c'est une déformation professionnelle, mais j'ai vraiment voulu tout vérifier. Par exemple, Anna part une semaine après en France pour le congrès psychanalytique. Donc tout ce qui est écrit dans le livre est soit vérifiable. Alors je sais qu'il y a une seconde édition qui est en train d'être réimprimée parce que j'ai supplié l'éditeur finalement de mettre une bibliographie. Et j'ai dit ce sera juste 4 pages, hein. Je ne mets pas du tout, ce sera juste 4 pages. Et donc voilà, c'était impensable pour moi d'avoir cette espèce de liberté artistique qui fait que j'aurais été infidèle à ce qu'ils pensaient, à ce qu'ils étaient. Donc c'est vrai qu'il y a aussi c'est un peu une unité de lieu, de temps. Donc j'ai pas voulu insérer des choses qu'ils auraient dit après dans leur bouche, mais tout ce qui est écrit, pensé ou suggéré a été écrit, pensé ou dit par eux à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que par responsabilité, parce que effectivement, enfin c'est un devoir quand vous... J'aurais imaginé les trahir autrement. Et c'est vrai que pour écrire le livre, en fait, avant l'écriture à proprement parler du livre, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec Zweig sur un livre qui n'a pas pris forme. Mais depuis 2006, j'ai été au Brésil, là où il est mort, j'ai été à Vienne, à Salzbourg, à Bath, donc tous ces lieux aussi, parce que c'est un livre de lieux, ça se passe dans une maison un peu impersonnelle, parce que c'est une maison de location. Si vous visitez Londres, c'est pas la maison qu'on connaît de Freud, c'était une maison de location juste pour qu'ils arrivent, de réfugiés. Mais j'ai essayé aussi de trouver le grain des lieux, parce que l'esprit des lieux les a habités quand ils étaient à Vienne et qu'ils ont été obligés aussi de le réinventer à Londres. Et est-ce que l'écriture est un moyen d'arracher l'autre à sa finitude ? Bon, c'est ce que je me dis quand je vous lis, et je vous lis beaucoup. Bah écoutez, oui, enfin c'est ce qu'on espère. C'est un pari aussi. Moi je me dis que on retrouve... Je vais vous juste confier une anecdote. Ça fait 16 ans que je suis partie de France et je n'avais pas fait de salon du livre ou de rencontre depuis 17 ans en fait. Et j'ai rencontré dans un salon du livre quelqu'un qui avait trouvé un livre, mon premier livre dans un vide-grenier et qui me demandait de le signer. Il m'a dit ça vous dérange pas? Je lui ai dit mais non, mais surtout pas, c'est ça la vie. Enfin c'est vraiment... Et donc c'est comme un peu des ricochets, vous voyez, vous faites une main ouverte et vous espérez que peut-être à un moment ou à un autre ça fera soit du bien, soit ça accompagnera, et de la même façon que les livres m'ont aidé à cheminer. J'aime beaucoup aussi Virginia Woolf, et elle parle dans La promenade au phare de ce moment où Lily Briscoe, donc, qui est une peintre, dit en fait j'ai pas eu de grande révélation, en fait c'est le bilan d'une vie alors en pensant à une autre vie, mais ce qui compte c'est ces petits moments d'éclair, ces allumettes allumées dans l'obscurité, et donc vraiment, c'est quelque chose qui résonne aussi beaucoup. Alors je terminerai peut-être par une dernière question. On évoquait tout à l'heure justement la responsabilité vis-à-vis de vos personnages, mais la responsabilité tout court de l'écrivain. Comment est-ce que vous vivez la place justement de l'écrivain dans la cité, avec ce double regard que vous avez en vivant aux États-Unis et puis en étant aussi française et en venant, puis en connaissant de toute façon la place que l'écrivain occupe ici? C'est un peu écrasant. En même temps, je pense qu'il faut avoir une grande modestie. Enfin,
l'écriture, vous voudriez changer le monde, parfois le monde continue sans vous. Enfin, c'est-à-dire que c'est presque un peu comme une prière en fait. Oui, vous n'êtes pas sûr que ça arrive en haut. Et la grande blague en ce moment, c'est je pense que quelqu'un en haut a besoin d'un sonotone parce que clairement il n'écoute pas ou il n'entend pas. Mais voilà, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une prière, peut-être avec ou sans Dieu, d'une prière dont on ne sait pas à qui elle est adressée. Enfin, et aussi d'un espoir que ces mots résonneront et qu'ils feront peut-être dialogue, qu'ils feront peut-être écho. Moi, et c'est le pouvoir de la littérature en fait. Donc, et c'est comme un pari parce qu'après vous êtes lu, vous n'êtes pas lu. Enfin, beaucoup de choses entrent en considération, mais il y a un devoir de dire le monde dans sa complexité et faire des slogans et tweeter des choses. C'est juste pas du tout, c'est la défaite de la pensée. Et sur les campus aux États-Unis, quand j'entends des jeunes gens et parfois mes collègues aussi être tellement pleins de certitudes, je suis vraiment prise de panique en me disant mais si ces certitudes-là deviennent violentes, alors il y a un passage à l'acte possible. Et justement, je pense que c'est vraiment un endroit où il faut interroger ce que nous croyons croire, ce que nous pensons être. Et c'est aussi ce qui s'est passé pour Freud et Zweig. Et je suis tout à fait consciente que, surtout dans un monde où maintenant, c'est atroce, l'offre culturelle, ce terme est assez violent parce que c'est vraiment une mercantilisation. Mais voilà, il y a beaucoup de façons de lire ou de perdre son temps aussi. Donc il y a quelque chose qui se réduit, mais donc la responsabilité est d'autant plus grande. Et puis aussi un espoir de créer une conversation, un dialogue, de changer un tout petit quelque chose. Et juste pour terminer là-dessus, on vit aussi dans un monde qui est étrangement violent et qui a peur, enfin qui semble avoir peur de ce que la littérature peut provoquer. Alors moi j'habite encore aux États-Unis, maintenant il y a quelque chose qui s'appelle trigger warning. Donc vous devez prévenir les étudiants ou le lecteur que quelque chose va les mettre mal à l'aise potentiellement parce que c'est une réflexion. Et ça me rend dingue, pour être tout à fait honnête, parce qu'en fait, la littérature, c'est vraiment être confronté. Si la vie vous trigger warn, ce serait bien que la vie vous prévienne en disant alors là, dans 3 semaines, tu vas avoir une très très mauvaise nouvelle, etc. Enfin, c'est comme un GPS, il n'y a pas de GPS. Et la littérature, justement, c'est le moment où vous vous confrontez à quelque chose qui va peut-être vous faire mal, peut-être vous inspirer, peut-être. Et je pense que notre responsabilité là, aujourd'hui, c'est justement pas d'enlever les phrases qui peuvent être racistes, antisémites, etc., de textes anciens. C'est d'essayer de comprendre comment de ça, on peut tirer autre chose. Et comment, dans leur contexte, ces êtres ont écrit ce qu'ils ont écrit. Et comment est-ce qu'on peut faire mieux ? Parce que sinon, ça veut dire que vous ne croyez pas au progrès humain. Et si vous effacez tout ce qui ne vous plaît pas aujourd'hui, c'est juste un selfie. Alors, Dieu sait qu'on aime les selfies. Enfin, pas moi, mais de ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui est, encore une fois, une façon de réduire tout ce qui est votre sensibilité, la littérature ou le monde, à tout ce qui est votre sensibilité. Et moi, je lis pas pour juste retrouver ma sensibilité. Parfois, oui, mais juste pour essayer de faire en sorte que le monde soit plus vaste. Et voilà, j'ai fini avec ma tirade énervée. On va vous remercier infiniment. Merci beaucoup, Clémence. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.